Bonjour, voici une troisième et dernière vidéo qui illustre cette fois un test non paramétrique, le test de Kide. Ce test va être utilisé d'une part pour vérifier l'adéquation entre les données et le modèle choisi. On illustrera cela par deux exemples, l'un portant sur un modèle discret, l'autre portant sur un modèle continu. Et d'autre part, le test va être utilisé également pour vérifier l'indépendance ou non entre deux facteurs à partir d'un tableau de contingence. Et ici encore, un exemple sera proposé. Alors, l'adéquation. Donc, on dispose d'une distribution observée qui est soit discrète, donc à partir de valeurs, mais ça peut être également des classes. Autrement dit, on travaille sur des variables qui sont quantitatives ou qualitatives, et pour chacune des valeurs ou chacune des classes, on a les effectifs associés. On peut aussi raisonner à partir d'une distribution continue, c'est-à-dire avec les classes et les effectifs, donc avec des plages de valeurs cette fois-ci. On choisit un modèle, et un modèle qui peut être discret ou qui peut être continu, et la question c'est le modèle ajuste-t-il ou non la distribution observée. Autrement dit, on va se pencher sur le test. Est-ce que nous avons l'hypothèse H0, c'est-à-dire l'hypothèse d'ajustement, ou est-ce que nous avons l'hypothèse H1, qui est le rejet de l'ajustement? Eh bien, le principe va être le suivant. On va former entre les effectifs observés, OI, et les effectifs théoriques, qui sont ceux fournis par le modèle, un indicateur d'écart qui a pour expression Kide calculé égale la somme sur l'ensemble des classes des OI moins TI au carré sur TI, indicateur dont on montre que sous l'hypothèse H0, la loi est une loi de Kide à nu degré de liberté. Je préciserai dans un instant ce que vaut ce nu. On va comparer ensuite cet indicateur calculé au seuil qui est alpha carré, qui résulte de la donnée de l'erreur de première espèce alpha, la région critique, c'est-à-dire la région H1, le rejet de H0, étant fournie par la condition Kide calculé supérieur ou égal à qui alpha carré. C'est-à-dire que quand les écarts entre la distribution observée et la distribution théorique sont suffisamment significatifs, eh bien, à ce moment-là, on décide H1. Alors concrètement, certaines précautions seront à prendre. D'abord, vous avez des classes qui ont des effectifs importants, des classes qui ont des effectifs plus petits, et toutes ces classes vont compter en fait dans le degré de liberté. En fait, les classes pour effectifs à effectifs très petits, on va considérer qu'elles sont pas suffisamment significatives quand leur effectif est inférieur à 5. Autrement dit, toutes les classes dont l'effectif est inférieur à 5, on va les regrouper avec les classes adjacentes. Et d'autre part, le nombre de degrés de liberté de la loi de Kide qui intervient dans la lecture du seuil, eh bien, nous verrons qu'il est une fonction du nombre de classes et du nombre de paramètres K que l'on a estimé pour effectuer la modélisation. Autrement dit, la formule est la suivante, nu égale n moins 1 moins K. Alors, on va tout de suite passer à des exemples et on va d'abord considérer un modèle discret. Donc voici l'énoncé. On note sur une durée de 100 jours le nombre d'appels de dépannage urgents pour une société d'enlèvement de véhicules située à proximité d'une autoroute. Donc, on obtient ainsi les données que voici. À gauche, donc on a porté le nombre d'appels et à droite le nombre de cas qui correspondent à chacune des valeurs de x. C'est-à-dire que on a constaté au cours des 100 jours 0 fois le nombre d'appels égal à 0, 7 fois le nombre d'appels égal à 1, 14 fois le nombre d'appels égal à 2, et ainsi de suite. La somme des observations faites
correspondant donc au nombre de jours, étant donc grand N égale 100. Et la question, c'est cette distribution peut-elle être ajustée ou non par un modèle de Poisson? On va raisonner à partir d'une erreur de première espèce alpha qui est égale à 5%. Donc réponse, on va d'abord estimer le ou les paramètres du modèle choisi. Là, en l'occurrence, c'est un modèle de Poisson qui nous intéresse, modèle de Poisson dont je rappelle que la définition est donnée par la loi, la proba, P que grand X égale petit x égale θ puissance x sur factoriel x exponentielle de moins θ. Autrement dit, vous voyez que dans ce modèle, nous avons un paramètre qui est le paramètre θ et qu'il va falloir donc estimer. En fait, ce θ correspond pour la loi de Poisson à l'espérance mathématique et donc on va prendre le raccourci et utiliser directement l'estimation ponctuelle de θ donnée par le théorème de la moyenne empirique, estimation qui est donnée par la moyenne des observations faites, cette quantité x bar qui là en l'occurrence va avoir la forme sigma des xi OI sur l'ensemble des classes puisque les données en fait sont données en termes d'effectifs. Le calcul à partir de cette formule littérale donne immédiatement l'estimateur cherché, c'est-à-dire θ chapeau égale 4. Autrement dit, les données, on va tenter de les approcher par le modèle qui est la loi de Poisson de paramètre 4. Étape suivante, on va calculer donc pour la loi de Poisson de paramètre 4 les probabilités théoriques qui sont fournies par ce modèle et ensuite on en déduira les effectifs théoriques en multipliant les probabilités par l'effectif total. On obtient donc le tableau que voici. Donc on a les nombres d'appels, on a la fréquence observée. Pour chacune des valeurs de xi, on calcule 4 puissance xi sur factoriel xi exponentielle de moins 4, ce qui correspond à la loi de Poisson de paramètre 4, et on multiplie ces résultats par 100 pour avoir donc les effectifs théoriques qui sont ceux fournis par le modèle. Et là, on retrouve ici évidemment aussi une somme égale à 100. Donc, on a d'un côté les effectifs observés, de l'autre côté les effectifs théoriques. Étape suivante, on va regrouper si nécessaire les classes pour lesquelles TI est inférieur ou égal à 5. Donc, on s'aperçoit que ici, par exemple, nous avons un effectif observé qui est 0, donc inférieur à 5. Par conséquent, on va regrouper la classe 0 et la classe 1 pour former une classe unique, 0 et 1, pour lequel l'effectif observé sera 7 et l'effectif théorique sera obtenu par regroupement des deux valeurs TI, c'est-à-dire 9, 15, 79. Idem ici. Ici, nous avons une classe qui est de 0, une classe qui est de 4, donc voici deux classes d'effectifs inférieurs ou égal à 5, donc on va les regrouper avec la classe 7 pour former une classe unique, la classe 7, 8, 9 et plus, dont l'effectif sera au plan théorique 9, et au plan observé 9, et au plan théorique la somme des trois valeurs TI, c'est-à-dire 11, 0, 67. Donc autrement dit, au lieu de partir d'un ensemble qui est de 10 classes, on partira d'un ensemble après regroupement qui est de 7 classes, c'est-à-dire que la valeur que l'on prendra pour n est égale à 7. Donc on va calculer l'indicateur d'écart. Alors, après regroupement, donc sur les classes regroupées, on forme donc somme de 1 à 7 de OI moins TI au carré sur TI. On trouve 1,2953. Maintenant, on va calculer le nombre de degrés de liberté. Eh bien, sous l'hypothèse donc H0, l'indicateur d'écart suit la loi qui de nu, et ce nu, on a vu que c'était n moins k moins 1. Alors, n, en l'occurrence ici, ça va être le nombre de classes après regroupement, c'est-à-dire 7.
K, c'est le nombre de paramètres qu'il a fallu estimer pour modéliser, c'est-à-dire 1, le fameux paramètre θ. Par conséquent, nu égale 5. Étape suivante. On va chercher maintenant dans la table de la loi de Ki2, plus précisément la loi de Ki2 pour nu égale 5, le seuil Ki alpha carré, tel que probabilité que Ki2 dépasse Ki alpha carré égale alpha. Ici, en l'occurrence, alpha égale 5%. La lecture dans la table me donne immédiatement Ki alpha carré égale 11,70. Il reste plus qu'à conclure. Vous avez un Ki2 calculé qui est de 1,2953. Vous avez un Ki alpha carré qui est de 11,70. Il est immédiat ici que le Ki2 calculé est inférieur au seuil, et par conséquent c'est l'hypothèse H0 qu'il faut retenir, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison ici de rejeter l'hypothèse de modélisation par la loi de Poisson. Bien, on va maintenant prendre un deuxième exemple, qui est un ajustement par un modèle continu. Un test de QI effectué sur 400 enfants a donné les résultats ci-dessous. Donc on a un tableau pour lequel vous voyez que les données cette fois-ci sont données sous forme de plage de valeurs. Donc on a les différentes classes et les effectifs observés selon le même schéma que celui de l'exemple précédent. Et le modèle que l'on va tenter ici, c'est la loi normale. Autrement dit, cette distribution peut être ajustée ou non par un modèle normal. On prendra, là encore, une erreur de première espèce qui est égale à 5%. Alors, on va suivre les différentes étapes. D'abord, on va estimer le ou les paramètres du modèle choisi. Donc ce modèle, c'est la loi normale. Par conséquent, vous voyez qu'il y a deux paramètres à estimer. Il y a la moyenne d'une part et il y a l'écart type d'autre part. L'écart type ou la variance. Alors la moyenne, on va là encore utiliser le théorème de la moyenne empirique. La moyenne est estimée par x bar. Et x bar, c'est la moyenne des valeurs, mais comme on a des classes, c'est la formule 1 sur n sigma de xi oi sur l'ensemble des classes. Donc ici, après avoir fait le calcul, on trouve 99,5. Ensuite, il va falloir estimer la variance. Alors, de façon intuitive, la variance est estimée par cette quantité sigma échantillon carré égale 1 sur n sigma de xi carré oi, qui correspond en fait à e de x au carré, moins x bar au carré, qui correspond au carré de l'espérance mathématique. Ça, c'est la formule classique qu'on aurait pu aussi écrire sous la forme sigma 1 sur n, sigma de xi moins x bar au carré oi. Mais c'est cette formule-là qui est la plus simple à mettre en œuvre. Nous savons que ce sigma échantillon carré, néanmoins, il n'est pas sans biais. Donc on va le débiaiser. Rappelez-vous le théorème de la moyenne et de la variance empirique. Et pour le débiaiser, on va appliquer un facteur correctif qui est n sur n-1. Par conséquent, on va utiliser la formule S2 égale n sur n-1, où grand N n'est pas le nombre de classes, mais le nombre total d'observations. C'est-à-dire ici, n égale 400, je crois, si je me souviens bien, ou 500, je sais plus. Donc en définitive, sigma 2 est estimé par S2 égale 108,772. Donc sigma est estimé par la racine 10,43. Autrement dit, le modèle que je vais utiliser ici pour décrire la distribution observée, c'est la loi normale dont la moyenne est 99,5 et l'écart type 10,43. On va passer maintenant à l'étape suivante qui est de calculer les probabilités théoriques fournies par le modèle. Et puis ensuite, en multipliant par grand N, on en déduira les effectifs théoriques.
Donc voici le tableau que je reprends, c'était 400 grand N ici. Donc vous avez les classes, vous avez les effectifs observés, et là c'est un bon exercice de lecture de table. Il va falloir, pour la loi normale, qui est celle que l'on utilise pour la modélisation, calculer la probabilité de se situer dans chacune des classes qui sont indiquées à gauche. Donc, je rappelle la procédure. Il faut passer à la loi normale centrée réduite, c'est-à-dire, par exemple, pour la borne inférieure, là, alors, par exemple, pour 67,5, il faut former 67,5 moins m sur sigma, la variable centrée réduite, u égale x moins m sur sigma. Donc pour chacune des bornes, je calcule les bornes qui correspondent à la variable normale centrée réduite, c'est-à-dire je forme x moins m sur sigma, et j'obtiens ainsi toutes les valeurs qui sont indiquées ici. Donc là, c'était la borne inférieure. Pour la borne supérieure, 72,5 moins m sur sigma, on a moins 2,589. Donc voici les deux bornes qui, pour la première classe, correspondent à la variable normale centrée réduite, moins 2,59, moins 3, 0,68. Donc je fais la même chose pour l'ensemble des classes, et ensuite je calcule les pays. Les pays par lecture dans la table de la loi normale. Mais là encore, en faisant tous les dessins, toutes les symétries possibles, pour se ramener à ce que la table fournit, c'est-à-dire les valeurs positives de x. Vous pourrez vous aider aussi de la vidéo utilisation des tables de la loi normale qui est déjà en ligne sur ma chaîne de vidéo. Ici, par exemple, pour la première classe, PI, c'est donc pi de moins 2,589 moins pi de moins 3,068, pi étant en fait la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Par symétrie, c'est pi de 3,068 moins pi de 2,589. Par lecture de table, en définitive, c'est 0,0037. Donc on fait ça pour toutes les classes et on multiplie par 400 et on obtient ainsi à droite les effectifs théoriques. Donc à gauche les effectifs observés, à droite les effectifs théoriques. Maintenant, il va falloir regrouper les classes dont l'effectif est inférieur ou égal à 5. Il y en a. On voit par exemple que la première ici, alors effectif théorique, donc c'est ici qu'il faut se porter. Donc il y en a un 5, et ici 4,03. Donc ce qu'on va faire, on va regrouper un 5 et 4,03 avec leurs classes adjacentes. Donc former des deux premières classes une classe unique, des deux dernières classes une classe unique. C'est ce qui a été fait. Voici les effectifs théoriques des deux classes regroupées. Voici les effectifs observés, eux, ils sont respectivement 11 et 10. Sur ces classes regroupées, on va maintenant calculer l'indicateur d'écart. Donc après regroupement, on est passé à 10 classes et le calcul de sigma DOI moins TI au carré sur TI donne 5,784. On va maintenant calculer le nombre de degrés de liberté. Donc ce nombre de degrés de liberté dont je rappelle qu'il est n moins k moins 1. Cette fois-ci, on a 10 classes. Mais attention, quand j'ai utilisé la loi normale, j'ai dû estimer deux paramètres. Par conséquent, nu égale 7. On va maintenant calculer le seuil qui est alpha carré. Nous avons une erreur de première espèce qui est 5%. Nous avons nu égale 7. La lecture dans la table de la loi de Qui2 donne immédiatement qui alpha carré égale 14,07. Il reste plus qu'à conclure. J'ai un Qui2 calculé qui est de 5,784. J'ai un qui alpha carré qui est 14,07. Donc ici encore, on va retenir l'hypothèse H0 de modélisation par la loi normale. Bon, maintenant, on va regarder un deuxième sujet qui est celui de tester l'adéquation entre deux distributions ou encore leur indépendance. Donc, on va prendre le problème est le suivant. On va partir de deux facteurs x et y dont la connaissance
est faite par une distribution par classe. Donc on a d'un côté les classes de X, de l'autre côté les classes pour Y. On va supposer que pour X, nous avons R classe et que pour Y, nous avons K classe. Et à partir de là, on a dressé un tableau de contingence, c'est-à-dire que pour chaque couple IJ, I relative à X et J relatif à Y, eh ben, on dispose des effectifs observés OIJ. On va poser grand N égale au nombre total d'observations, c'est-à-dire la somme des OIJ en ligne et en colonne. Et le problème est le suivant. On souhaite tester l'indépendance ou non entre les deux facteurs X et Y. Autrement dit, est-ce que H0, les distributions sont indépendantes, ou est-ce que H1, les distributions ne sont pas indépendantes? Alors, pour mettre ce test en œuvre, le principe est le suivant. On va comparer les effectifs les effectifs observés, OIJ, aux effectifs théoriques TIJ, qui correspondraient à l'hypothèse d'indépendance entre les deux distributions. Pour calculer ces effectifs théoriques TIJ, eh bien, pour chacun des facteurs X et Y, on va calculer la distribution marginale. C'est-à-dire que pour avoir la distribution marginale en termes de proba de X, eh bien, on va semer ligne par ligne. Et en divisant par grand N, on aura les probabilités associées à chacune des classes, grand N étant le nombre total d'observations. De la même manière, pour Y, eh bien, cette fois-ci, on va semer colonne par colonne, c'est la loi des probabilités marginales, en fait, et on divise par grand N, donc on a les probabilités associées à chacune des colonnes qui correspondent aux valeurs de Y. Donc on a d'un côté les probabilités PI associées aux classes X, et de l'autre côté les probabilités QJ associées aux classes Y. Dès lors, en multipliant pour chaque couple les probabilités PI-QJ qui correspondent finalement à l'hypothèse d'indépendance, et en multipliant ça par le nombre total d'observations, on va obtenir l'effectif théorique TIJ qui correspond à chaque valeur du couple, enfin à chaque couple IJ. Alors, on a les OIJ, les observés, on a les TIJ, les théoriques. Eh bien, on va ensuite comparer les effectifs théoriques et observés. Et pour cela, va former à nouveau un indicateur qui est très proche d'ailleurs de l'indicateur précédent qu'on avait pour l'adéquation. Un indicateur qui doit calculer, qui est en fait la somme des écarts OIJ moins TIJ au carré sur TIJ, et ceci sur toutes les valeurs possibles du couple. Là encore, sous l'hypothèse H0, cet indicateur que j'ai formé va suivre la loi de Ki2. Ici, et j'expliquerai pourquoi un peu plus loin, c'est la loi de Ki2 à nu égale R-1 par K-1 degré de liberté, où R est le nombre de classes relatives à X et K le nombre de classes relatives à Y. On va lire dans la table le seuil Ki alpha carré tel que la probabilité que Ki2 dépasse Ki alpha carré égale alpha, et on conclura. Si Ki2 calculé est inférieur à Ki alpha carré, on décide H0. Si Ki2 calculé est supérieur à Ki alpha carré, on décide H1. On va illustrer ça. Voici pour 3 vaccins différents, A, B, C, on mesure la réaction locale au point d'injection de 500 patients. Donc on obtient un tableau dans lequel, donc un tableau de contingence, dans lequel pour chacune des occurrences vaccin réaction, on a noté les effectifs observés. Et la somme de tous ces effectifs fait la valeur totale n égale 500. Et la question qu'on souhaite examiner, c'est la réaction est-elle indépendante ou non du vaccin injecté? On va raisonner à partir d'une erreur de première espèce alpha qui est de 1%.
Alors, d'abord, on va calculer les effectifs théoriques. Et pour calculer les effectifs théoriques, comme je l'ai annoncé, il faut déterminer les lois marginales. C'est-à-dire qu'on va additionner en ligne et en colonne les différentes données pour avoir, par exemple, en colonne, la loi de la réaction, enfin les effectifs. D'abord, on calcule sur les effectifs, donc on va additionnant en colonne. On a donc les effectifs qui correspondent aux 3 états possibles de réaction, léger, moyen et ulcération. De la même manière, si je additionne ligne par ligne, j'ai les effectifs qui correspondent aux 3 états possibles des vaccins, c'est-à-dire le vaccin A, le vaccin B, le vaccin C. Et bien sûr, dans un cas comme dans l'autre, la somme est égale à 500. Donc ça, c'est les effectifs. Maintenant, si je divise par 500, j'ai les probas. Donc voilà les probas associés aux états léger, moyen, ulcération pour les réactions. Et voilà les probas associés aux états vaccin A, vaccin B, vaccin C. Et là encore, en sommant chacune des séries, on obtient dans tous les cas. Ensuite, maintenant, on va calculer les effectifs théoriques qui correspondent à l'hypothèse d'indépendance. En termes de proba, ce qui correspond par exemple à cette case, c'est le produit de la proba 0,104 par la proba 0,36. Maintenant, si je multiplie par l'effectif 500, je vais avoir l'effectif théorique. On obtient donc ainsi les effectifs théoriques. Par exemple, le 142,8, c'est le produit de la proba 0,84 par la proba 0,34 et multiplié par l'effectif 500. Donc on dispose maintenant des effectifs observés et on dispose des effectifs théoriques. Il va falloir maintenant calculer l'indicateur d'écart entre effectifs théoriques et effectifs observés. Donc on va former cette quantité somme sur toutes les valeurs possibles du couple DOIJ moins TIJ au carré sur TIJ. On trouve 1650. Troisièmement, on va calculer le nombre de degrés de liberté. Donc le nombre de degrés de liberté, j'ai dit que c'était R-1 facteur de K-1. Donc nous avions 3 valeurs possibles de vaccin et 3 états possibles de réaction. Donc 3-1 par 3-1, c'est-à-dire 4. En fait, ceci n'est en fait que la formule que nous avions en adéquation, nu égale n-k-1, dans laquelle n représente le nombre total de valeurs, donc en l'occurrence, il y a RK couple, K représente le nombre de paramètres qu'il a fallu estimer. Alors, en fait, pour avoir la loi marginale de X, il a fallu connaître toutes les probas associées. En fait, il a fallu en connaître R-1. Pourquoi ? Parce que la somme des probas étant égale à 1, la connaissance des R-1 premières suffit à la détermination de la Rienne. De la même manière pour les cas probas qui correspondent à la loi de Y. Par conséquent, au total, il faut estimer dans cette affaire R-1 plus K-1 valeur. Donc en définitive, nu, c'est RK moins R-1 moins K-1 moins 1. Et quand on développe ça, on retrouve R-1 facteur de K-1. Dès lors, on va maintenant lire le seuil critique qui alpha carré, qui est donné par P que qui 2 dépasse qui alpha carré égale alpha. Donc là, on a alpha égale 0,01, nu égale 4. On a donc immédiatement qui alpha carré égale 13,28. Et on va conclure. On va conclure qui alpha carré est égal à, qui 2 calculé est égal à 16,50. Qui alpha carré est égal à 13,28. Par conséquent ici, on va retenir l'hypothèse suivant laquelle la réaction est fonction de la nature du vaccin injecté, et ce d'autant plus que, comme c'est l'erreur de première espèce que l'on maîtrise dans cette affaire, l'erreur de la seconde espèce, elle, on la maîtrise pas, et bien là,
en décidant H1, l'erreur que l'on fait est parfaitement maîtrisée. Donc sans hésitation, on retient la dépendance entre la réaction et le vaccin. Eh bien voilà, ceci termine ces vidéos qui, je l'espère, vous aurez satisfait.